Bonsoir, bienvenue à tous. Je m'appelle Olivier Bouzereau, je serai votre modérateur ce soir pour cette table ronde sur la protection de la vie privée sans se priver des services Internet. Au nom de toutes les équipes qui ont donc préparé cette table ronde, je vous souhaite la bienvenue. Merci à toutes, merci à tous d'être connectés en grand nombre. Nous sommes donc ensemble pour 1h30 en réservant au moins 30 minutes à vos questions-réponses, à vos questions surtout et aux réponses de nos intervenants. Je vais donc vous les présenter sans plus tarder. Nous avons Laurie Lidl. Bonsoir Laurie, vous êtes juriste l'UFC Que Choisir, c'est bien ça? Bonsoir, oui tout à fait. Donc responsable des nouvelles technologies, des TIC comme on dit, technologies de l'information, de la communication et du respect de la vie privée, des données privées. Des consommateurs, exactement. Des consommateurs, parfait. Alors nous avons également avec nous, représentant le GIP ACIMA, donc Laurent Verdier. Bonsoir Laurent, vous êtes chargé de mission pour sensibiliser et notamment diminuer autant que possible les risques cyber. À qui vous adressez-vous en particulier ? Tout à fait. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Donc, chargé de mission sensibilisation risque cyber au sein du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre la cybermalveillance, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et qui s'adresse au grand public, donc aux particuliers, aux PME, aux TPE, ainsi qu'aux collectivités territoriales. Parfait, merci pour cette présentation synthétique. Et enfin, pour l'AFCDP, Paul-Olivier Gibert, son président. Bonsoir Paul-Olivier. Ah. Paul-Olivier, votre micro est coupé. Effectivement, ça sera mieux avec le micro ouvert. Donc, je disais que la FCDP était l'association des DPO, des Data Protection Officers, et d'une manière plus générale de l'ensemble des professionnels de la protection de la vie privée et des droits et libertés des personnes à travers la protection de leurs données à caractère personnel en France. Très bien, merci beaucoup. Alors, la promesse de cette table ronde, vous la connaissez, on l'avait présentée en pitch. On leur confie toujours plus de données personnelles, autant sur nous. Et donc, les géants du net en servent énormément sur nos actions, sur nos déplacements, sur nos préférences, sur nos achats en ligne. Qui est concerné, quels sont les risques encourus, que faire en cas d'usurpation d'identité, de cyberattaque, de fuite de données. Je pense qu'on va aborder chacune de ces questions. Et puis surtout, on va essayer de voir ensemble quelles sont les bonnes mesures, les bonnes pratiques à mettre en place pour diminuer les risques, notamment autour de ces données personnelles, et quelles sont donc les attitudes peut-être à éviter, quels sont aussi les bons réflexes à adopter. Alors Laurie, je vous propose qu'on commence ensemble avec peut-être les incidents remontés par les consommateurs, puisqu'on est à la fois consommateur et acteur sur Internet. Qu'est-ce qui remonte auprès de l'association UFC Que Choisir? Quels sont en particulier les préjudices subis par vos interlocuteurs? Alors, je vais donner déjà quelques chiffres en élément de contexte. On a le baromètre du numérique 2021 qui nous dit que les Français passent en moyenne 19 heures sur Internet par semaine. Et donc, parmi les répondants, 27% ont déclaré que le manque de protection des données personnelles était le premier frein à l'utilisation d'Internet. Donc, forcément, ça va engendrer des questions, des inquiétudes. Et on a pu constater, donc l'UFC Que Choisir et nos associations locales, on avait certains signalements qui revenaient de façon régulière. On a d'abord les questions sur les failles de sécurité. On a vu que cette année, on a eu plusieurs failles de sécurité qui ont été déclarées, qui étaient assez conséquentes. Donc ici, on va avoir des consommateurs qui ont entendu dans les médias une faille de sécurité sur un service auquel ils étaient inscrits, ou alors ils ont reçu eux-mêmes un mail d'une société qui les informe et qui leur dit voilà, vos données personnelles ont fait l'objet d'une faille de sécurité. Donc là, ça amène des inquiétudes, les consommateurs nous saisissent, ils disent voilà, je ne sais pas ce que vont devenir mes informations, quelles peuvent être les conséquences, quels sont mes droits, etc. On a aussi les questions de fraude à la carte bancaire. Donc ici, on va être dans la situation typique d'un consommateur qui va ouvrir son compte bancaire et qui va découvrir des paiements suspects sur son compte, donc qu'il n'a pas autorisé, et il ne comprendra pas comment est-ce que sa carte a pu faire l'objet d'un piratage quelconque. Donc dans ce cas-là, voilà, il va venir en disant je ne sais pas comment est-ce que je peux me faire rembourser, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes démarches.
On a aussi les questions de piratage de comptes en ligne, donc les réseaux sociaux compris. Et ici, on va avoir un consommateur qui va vouloir se connecter, par exemple, à son compte de réseau social. Et en fait, il ne peut pas se connecter puisque des personnes ont récupéré le contrôle de son compte, ont changé de mot de passe, ou alors sont en train de publier des choses sur son compte ou d'envoyer des messages à son entourage. Donc ça, c'est aussi problématique en termes de réputation, en termes de vie privée. On a aussi les questions spam et phishing. Donc dans ce cas-là, c'est des consommateurs qui vont ouvrir leur boîte mail et qui vont voir des messages, alors soit assez menaçants, soit des messages intrigants, avec un lien, ou alors on les encourage à télécharger une pièce jointe. Et certains, malheureusement, vont cliquer dessus et donc sont inquiets après parce qu'ils se rendent compte tout de suite que le lien sur lequel ils sont arrivés était assez bizarre. On a aussi, et c'est un peu la suite du phishing, certaines fois des faux sites. Les consommateurs, donc par le biais de phishing ou par une recherche Internet, vont tomber sur un site Internet et vont faire par exemple une commande, vont donner leurs informations personnelles et vont se rendre compte trop tard qu'en fait c'était un faux site qui en imitait un, voire un site qui imite un site gouvernemental, ça existe aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, on ne va pas envahir non plus nos intervenants et nos internautes de questions, mais sachez que nous allons vous proposer 3 petites questions de sondage. Vous répondez à votre convenance via l'onglet sondage de votre interface. Et vous pouvez comme ça échanger avec nos intervenants pour nous en dire un petit peu plus aussi sur ce qui peut vous arriver dans votre environnement, dans votre univers familial ou professionnel. Justement, Paul-Olivier, dans le monde de l'entreprise, on voit qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, notamment la réputation en ligne qui peut aussi compter pour l'entreprise. En quelques clics, on peut détruire la confiance de certains clients qu'on a mis longtemps à fidéliser. Est-ce que c'est le risque le plus redouté aujourd'hui par les directions d'entreprise ou est-ce qu'on a d'autres risques à mettre en avant ? Certains voient la gestion des entreprises comme étant finalement le management des risques et des opportunités. Donc la notion de risque et de problème est quelque chose qui est tout à fait présent dans les préoccupations des entreprises. La réputation en ligne est un élément qui est extrêmement important, comme la réputation est un élément extrêmement important de la valeur d'une entreprise et de la qualité de sa relation. Donc ça veut dire que globalement, l'entreprise a plutôt tendance à être dans une logique de protection des données que ses clients lui ont confiées pour l'exécution du contrat ou pour la préparation d'un contrat que les personnes vont avoir avec l'entreprise. Donc c'est un point sur lequel l'entreprise est tout à fait vigilante par intérêt et puis également par obligation, puisqu'il y a un certain nombre de textes, dont le RGPD, qui définissent les droits des personnes vis-à-vis de leurs données et par la définition de ces droits présentent les obligations qu'ont les entreprises vis-à-vis des données de leurs clients. Alors, il y a la fuite de données qui est très redoutée également par les directions d'entreprise, que ce soit les données des clients ou les données du personnel. On pense naturellement aux données échangées avec la DRH, notamment au niveau de l'embauche. Est-ce que ce sont aussi ces fuites de données que l'on cherche à combattre ou est-ce qu'il y a encore des risques financiers encore plus redoutés, plus cruciaux à vérifier ? Alors, globalement, il y a des obligations qui concernent les entreprises sur les données à caractère personnel des personnes physiques, sur les données à caractère personnel, c'est-à-dire les données qui se rattachent directement ou indirectement à une personne physique identifiée. Donc cela est vrai à la fois pour les clients, mais cela est également vrai pour les salariés. Donc l'intérêt de l'entreprise, c'est d'être vigilante sur la protection de ces données et notamment de mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir les attaques et les fuites de données, donc globalement assurer la sécurité des données qui leur sont confiées. Parfait, merci. Laurent, pouvez-vous nous préciser les missions d'assistance proposées par le GIP à CIMA et ce qui les caractérise en particulier ? Tout à fait, Olivier. Je peux vous le préciser. Je vais le faire. Tout d'abord, je voudrais vous faire part de 2 choses. Un état d'âme et des remerciements. L'état d'âme, c'est que je suis enchanté, très très heureux de partager cette table ronde avec 2 membres historiques du dispositif cybermalveillance.gouv.fr, puisque que ça soit AFCDP
UFC Que Choisir, il nous accompagne, partage nos valeurs depuis quasiment la création du GIP. Et donc, je suis très content d'être parmi vous ce soir. La seconde, c'est des remerciements adressés tout particulièrement à Amandine Delamo et à Clémentine Lemal du GIP Acima en matière d'organisation et de logistique. Voilà, c'est grâce à elles si ce soir, ça se déroule aussi bien par rapport à cet événement. Par rapport à nos missions, il faut dire que le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance a été créé, a été initié par nos autorités au travers de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique en 2015. Et après 1 an et demi d'incubation au sein de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a été lancé en octobre 2017. Nous venons donc de fêter nos 4 ans d'existence avec 3 missions pour 3 types de publics. Donc les publics, je les ai déjà cités tout à l'heure. Le grand public, PME, TPE et les collectivités territoriales. La première de ces missions, et qui était à l'époque et qui reste prégnante aujourd'hui, c'est apporter une assistance immédiate, concrète, complètement en ligne à nos victimes, aux victimes de cybermalveillance, quelle qu'elle soit, au travers d'un parcours que je détaillerai un petit peu plus loin. La seconde mission, c'est concevoir et mettre à disposition de ces publics des contenus d'information sur l'actualité des menaces et également en matière de sensibilisation. Et enfin, la troisième mission et non la moindre, c'est observer le risque et la menace numérique de manière, et c'est un cercle vertueux, à alimenter ce parcours d'assistance victime pour l'optimiser et le rendre plus efficace lorsque une victime l'actionne. Et le second, bien entendu, c'est de remonter ces éléments à nos autorités de manière à mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Alors, après 4 ans d'existence, le GIP Acima, cybermalveillance.gouv.fr, c'est 50 membres qui regroupent la sphère publique, la sphère civile des utilisateurs de l'Internet et la sphère économique avec des grands groupes comme le groupe La Poste ou la Maïf. Ce sont plus de 1200 prestataires référencés qui adhèrent à une charte présente sur la plateforme et répartie sur l'ensemble du territoire. Ce sont depuis 4 ans maintenant plus de 350 000 victimes assistés au travers d'un parcours qui compte aujourd'hui 47 types de cybermalveillance différentes cartographiées associées à plus de 400 conseils et recommandations. Alors, pour être très synthétique, le parcours d'assistance victime, il est donc en 3 paliers principaux. Le premier, parce qu'il faut le savoir que dans la plupart des cas, la victime ne sait pas par quoi elle a été ciblée, impactée. Ça va être de définir avec elle, dans un petit jeu de questions-réponses non techniques, et je le souligne, de poser un nom sur ce qui s'est passé, de manière à pouvoir lui adresser, deuxième palier, des recommandations et des informations adaptées au type de cybermalveillance identifié. Et enfin, troisième temps, toujours si la victime le souhaite, c'est la mise en relation avec l'un de nos 1200 prestataires référencés, prestataires informatiques, qui ont adhéré à une charte de qualité sur la plateforme, tant en termes d'accueil que de transparence des opérations, que de sensibilisation ou d'orientation de la victime vers un service de plainte. Et donc, derrière, c'est vraiment une assistance de proximité que nous rendons possible avec cette mise en relation. Alors, par rapport à nos missions, qu'est-ce qui les caractérise? D'abord, comme vous l'avez compris, ce sont des missions qui s'inscrivent dans un but d'intérêt général avec une assistance et des informations concrètes, pratiques, accessibles et surtout actualisées en matière de connaissance de la menace. Olivier, vous m'entendez toujours? Oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de décocher. Laurie, quel est votre sentiment sur les usages? Est-ce qu'on laisse trop de traces sur notre propre vie privée, finalement, sur les sites internet, sur les blogs, au travers des réseaux sociaux? Alors, c'est une question intéressante puisque effectivement, quand on utilise tout ce qui est services internet, les applications mobiles aussi, parce qu'on ne parle pas ici que d'ordinateur, même si on n'en a pas toujours conscience, on laisse quasi systématiquement des traces derrière nous, on laisse des données personnelles qu'on va au fur et à mesure donner, ou alors qu'on va
nous demander. Et en fait, on a dans ce cas-là deux types de traces, entre guillemets, qu'on pourrait appeler. On en a deux types. Donc, c'est celles dont on a conscience, les traces qu'on a conscience qu'on laisse, parce qu'on va en fait arriver face à un formulaire. On va donc donner volontairement des informations pour une quelconque raison, pour un service, contracter avec quelque chose. On va aussi, par exemple, publier une photo sur un réseau social, publier aussi un message, utiliser une application aussi pour converser avec ses amis, etc. Donc tout ça, en fait, ça a pour conséquence de fournir des informations personnelles, mais on utilise le service et on en a conscience. Alors ici, il faut surtout penser, en utilisant ces services, que, notamment pour les réseaux sociaux, il faut penser au paramétrage de tous ces services. C'est-à-dire que pour les réseaux sociaux, vous allez publier une photo, vous allez publier un message. Avant de publier, il faut bien prendre conscience de est-ce que le message va être public, est-ce qu'il va être destiné à une catégorie particulière, vos contacts, vos amis, ou alors un cercle un peu plus éloigné. Et il ne faut pas oublier aussi que des informations que vous donnez, comme la géolocalisation, votre état de santé, des opinions politiques, elles peuvent être aussi du coup reçues et utilisées par des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Ça, c'est une première chose. Après, on a aussi ce qu'on a les effets de mode. On a vu dernièrement des applications qui étaient créées, qui étaient un peu marrantes et qui finissaient dans le top 10 des stores les plus connus. Et par exemple, une application qui permettait de vieillir un visage ou alors de faire ce qu'on appelle les deepfakes. Sauf que dans ces moments-là, et on l'avait dénoncé à l'époque, on a des sociétés qui sont basées à l'étranger, que ce soit en Chine, en Russie, etc., qui donc vont recevoir vos photos. Et en fait, si vous ne lisez pas la politique de confidentialité ou les mentions du site internet, vous ne savez pas exactement ce qu'ils vont en faire, en fait. Et quand on lit tous ces textes, on se rend compte qu'ils peuvent s'arroger beaucoup de droits sur les contenus qu'on leur donne. Donc ça, c'est toujours à garder en tête, avoir une certaine vigilance sur l'utilisation de ce type de service. Après, on a, d'un autre côté, les traces qu'on va laisser sans en avoir conscience. Là, on est plus, typiquement, c'est un exemple, là, vous voyez, à chaque fois qu'on se connecte sur un site internet, vous avez des beaux bandeaux qui apparaissent, ça va être la question des cookies. Ici, en fait, vous allez arriver sur un site internet et le site internet ou l'application mobile va vouloir déposer ou lire des informations qui sont sur votre terminal. Et ces informations, elles vont servir en réalité à constituer ce qu'on appelle un profil. Le profil va être enrichi en fonction de votre navigation, en fonction des services que vous allez utiliser. Et donc ça, en fait, c'est des traces qu'on laisse, mais vraiment sans s'en rendre compte, puisque c'est vraiment au cours d'une navigation, et ça va être enrichi pendant plusieurs mois si on ne fait pas attention, qu'on ne nettoie pas régulièrement son ordinateur. Donc dans ce cas-là, on peut penser typiquement à soit refuser certains traceurs, à naviguer en privé, ou à supprimer régulièrement en fait les traceurs qui sont installés sur son ordinateur. Voilà, ça c'est des grands exemples de traces qu'on peut laisser sur Internet. Merci. Vous répondez par la même occasion à une question qu'on nous posait en ligne justement sur les risques liés aux cookies. Paul Olivier, dans son entreprise aussi, on a des cybermenaces, des cyberattaques. Vers qui faut-il se tourner en particulier dans ce cas ? Le bon réflexe vis-à-vis d'une entreprise, que ce soit la sienne en tant que celle dans laquelle on travaille en tant que salarié, ou celle dont on est le client, c'est de passer par ses interlocuteurs habituels. Si, par ses contacts avec les interlocuteurs habituels, on n'a pas, dans un délai raisonnable, de réponse satisfaisante ou de retour pertinent, là, il y a la possibilité de contacter pour les entreprises qui en ont désigné un, et qui est quand même la très grande majorité des entreprises importantes, de prendre contact avec le DPO, dont les coordonnées les points de contact sont indiqués de manière systématique, notamment sur les sites internet, pour qu'il remonte l'information à l'intérieur de l'entreprise, de façon à ce que la situation soit régularisée. Et si cela ne marche pas, il y a toujours la possibilité de saisir la CNIL, mais celle-ci, en général, s'adresse au DPO pour lui demander de regarder ce qui s'est passé. C'est vrai que ça rajoute un degré de pression supplémentaire, mais ce n'est pas le moyen le plus rapide de régler le problème lorsque l'entreprise est de bonne foi. Et dans les PME, c'est le cas de la majorité d'entre elles. Bien sûr. Dans les PME en particulier, on n'a pas toujours de DPO.
donc de l'ancien responsable des correspondances avec la CNIL, hein, c'est ça. Et on n'a même parfois pas de DSI. Dans ce cas-là, qu'est-ce que peut faire le salarié si, en cas de manquement à la protection des données à caractère personnel? Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut rebondir dans votre question. Premièrement, toute question, toute interrogation sur l'utilisation des données à caractère personnel ne peut pas forcément faire le lien avec une qualification de manquement aux obligations. On peut se poser des questions sur ce qui se passe. Là, j'ai regardé les questions qui circulaient parmi les participants. Il y a beaucoup de questions qui sont dans le style « je veux comprendre à quoi ça sert et comment ça marche ». Donc ça, c'est la première question. On a des questions sur les données à caractère personnel, et c'est vrai, comme l'a expliqué Laurie, que c'est quelque chose qui est très utilisé, que les données, dont les données à caractère personnel, sont souvent considérées comme étant le pétrole du XXIe siècle. Ce sont des choses qui sont très utilisées, et ce sont des choses qui n'existent en leur forme actuelle que depuis, disons, une vingtaine d'années. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions à se poser sur qu'est-ce que c'est, comment ça marche et en quoi ça me concerne. Mais on ne peut pas parler systématiquement de manquement lorsqu'on a des interrogations. Les cookies sont utiles pour simplifier la navigation. Il y a des utilisations que l'on peut refuser, mais il y a aussi des utilisations qui sont légitimes. Dans une PME, dans une petite entreprise, sans DPO, sans DSI, dans ce cas-là, il faut aller voir le chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, c'est la personne, enfin le mandataire, que ce soit le gérant dans une SARL ou le président dans une société anonyme, c'est lui qu'il faut aller voir parce que c'est lui qui est en charge de tout faire tourner dans l'entreprise. Et donc, s'il y a effectivement des manquements, c'est à lui qui appartient la responsabilité de les remettre en ordre. Ça ne change pas par rapport à une entreprise plus grande qui aurait notamment désigné un DPO, mais l'avantage de la PME, c'est qu'en principe, le lien est plus direct. Merci Paul-Olivier. Alors le DPO, on va peut-être le rappeler parce que l'AFCDP, c'est l'association des DPO, mais c'est un acronyme anglais. Et est-ce qu'il a déjà un équivalent en français? Qui serait DPD, délégué à la protection des données, mais ce qui s'est imposé, comme dans d'autres secteurs, c'est cet anglicisme, le Data Protection Officer, sachant aussi que c'est une fonction qui a été créée par un règlement européen, donc un texte européen qui est directement applicable dans le droit français, et que c'est le terme qui s'est imposé. Parfait. Laurent, vous surveillez les usages, vous aussi, notamment les usages de services Internet. Nombreux sont les services qui pèsent sur notre vie privée. Et comment est-ce que vous notez cette évolution depuis 4 ans ou 5 ans, vous disiez? Alors depuis 4 ans, hein, puisque comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la plateforme a été mise en ligne, a été lancée officiellement en octobre 2017. Qu'est-ce qu'on observe? Je vais rien apprendre de vous apprendre de très très nouveau, mais des choses qui me semblent intéressantes de contextualiser. La première, c'est par rapport à nos comportements. Bien entendu, on assiste depuis quelques années à une amplification naturelle de nos usages numériques du fait de la dématérialisation, de la digitalisation des démarches administratives, de la montée en puissance des réseaux sociaux, que ça soit à titre professionnel ou à titre personnel. Et j'aime rappeler que la crise sanitaire qui nous a touchés courant 2020 n'a pas été une crise cyber, c'est-à-dire qu'aucun service vital de l'État n'a été coupé. Par contre, c'est les confinements successifs qui ont marqué cette période si particulière ont vraiment développé, accéléré cette amplification, ce mouvement qui préexistait déjà par rapport à l'amplification de ces usages numériques. Et enfin, deuxième axe, des usages qui sont de plus en plus tournés vers des supports propres et spécifiques au nomadisme et à la connectivité permanente. Aujourd'hui, on veut porter léger, on veut être connecté de manière permanente, toujours pouvoir questionner le web, recevoir de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est plus avec des ordinateurs portables, des tablettes ou même des smartphones. Et il n'y a qu'à prendre les transports en commun pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a l'habitude de consulter ces différents services sur Internet directement à partir de son téléphone portable et souvent dans une situation de mouvement, de dynamique qui n'est pas propice, il est vrai, toujours à faire en sorte qu'on soit le
plus vigilant possible. Donc, des habitudes et des outils qui évoluent et auxquels, et on le verra peut-être un peu plus tard, les attaquants, malheureusement, s'adaptent de manière très réactive. Très bien. Laurie, justement, il faut faire attention à ce qu'on fait en ligne. Donc, est-ce que vous avez des recettes à échanger avec nous par rapport au formulaire, tout simplement? On nous demande parfois des informations assez précises. Est-ce qu'il faut toujours répondre la vérité? Est-ce que ces questions qu'on nous pose finalement, on est légitime à y répondre et est-ce qu'on doit toujours y répondre avec la vérité? Alors, c'est vrai que comme on le dit depuis le départ, fournir des données personnelles, c'est jamais vraiment anodin. Donc, il faut toujours réfléchir avant de le faire. Et notamment, c'est notamment le cas dans les formulaires. Quand vous remplissez un formulaire, la réglementation, elle impose au site internet ou à l'application mobile sur lequel le formulaire est publié. Donc, la réglementation, elle impose de vous demander seulement les données personnelles qui sont strictement nécessaires au service que vous voulez contracter ou disons, au bien que vous voulez acheter, etc. Donc, en fait, ça, c'est un principe de minimisation des données qui est très important. Ce qui fait que dans un formulaire, bien sûr, quand vous allez, par exemple, contracter un service, vous allez avoir certaines informations qui vont être importantes pour ce service. Quand vous achetez un bien, c'est la même chose. Vous aurez forcément votre nom, votre prénom, votre adresse, les coordonnées de paiement qui vont vous être demandées parce que sinon, vous n'allez jamais recevoir le bien que vous achetez. Donc, c'est une évidence. En revanche, par contre, si vous voulez, on ne vous demandera pas un numéro de sécurité sociale, le nom de votre mère ou le numéro de téléphone de votre voisin, par exemple. Ça n'a pas de sens. Sauf que voilà, dans certains formulaires, même si on a cette règle, on se retrouve parfois à avoir des cases à remplir. On ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'on nous demande ces informations. En général, quand vous avez des astérix dans les formulaires, c'est pour signaler que ces champs-là sont obligatoires et qu'ils sont vraiment nécessaires à ce que vous demandez. Donc, dans ces cas-là, bien entendu, il faut remplir il faut remplir ces informations de façon exacte. Et les autres informations, vous n'êtes pas obligé de les fournir. Donc, si vous n'êtes pas obligé, ne les fournissez pas forcément. Et à l'inverse, si vous voyez qu'il y a des informations qui ne sont pas pertinentes au service que vous demandez et qu'on vous demande pourtant, eh bien dans ce cas-là, vous vous interrogez, est-ce que le service que je veux est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Ou alors, surtout faire attention aussi, par exemple, quand on vous demande un numéro de carte bancaire alors que ce que vous demandez n'est pas forcément payant ou alors que le site paraît un peu louche, dans ce cas-là, il faut vraiment éviter. Et aussi, vous pouvez, dans ce cas-là, si on vous demande beaucoup d'informations et que vous avez vraiment besoin de voir quelque chose sur cette page internet ou je ne sais quoi, dans ce cas-là, effectivement, on va vous demander une date d'anniversaire. Si ça vous paraît vraiment pas pertinent par rapport à ce que vous demandez, vous pouvez toujours en donner une autre ou donner un pseudo, par exemple. Ça, c'est toujours possible, effectivement, puisque, a priori, tant que ce n'est pas des champs qui sont obligatoires ou qui vous paraissent vraiment strictement nécessaires, la réglementation, normalement, ne devrait pas fait que vous ne devrez pas avoir donné ces informations. Paul-Olivier, justement réfléchir avant de cliquer, c'est un petit peu le conseil numéro 1 aussi des responsables sécurité et des DPO. Est-ce que c'est aussi le vôtre quand on reçoit un lien dans un email, une question sur est-ce que c'est bien votre tête dans cette image ou dans cette vidéo, une requête non sollicitée, on doit toujours se méfier? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est sur Internet, c'est comme être dans la rue. Tout en étant au chaud chez soi, avec son chat ou avec tout ce qui fait son environnement quotidien. Donc ça crée une impression de fausse sécurité qui est tout à fait aléatoire. Donc ce que Laurie vient de dire est très juste, c'est-à-dire que il ne faut vraiment donner que les informations strictement nécessaires à l'obtention du service qui est donné. Alors ensuite, il y a le problème de la sollicitation par les mails ou d'autres moyens pour un soi-disant service que l'on n'a pas sollicité ou de la part de choses que l'on ne connaît pas. Et effectivement, il faut considérer que avant de cliquer, c'est-à-dire avant d'interagir avec un mail, avec un lien qui est arrivé par un moyen ou par un autre, il faut non seulement se poser la question de est-ce que c'est quelque chose que je connais, est-ce que c'est quelque chose qui est sérieux, et puis également, quelque part, faire des vérifications. C'est-à-dire que parmi les escroqueries qui existent, il y en a quelques-unes où on copie
on se fait passer pour un assureur, pour un banquier, pour quelqu'un à qui on peut avoir une relation pour laquelle on peut être amené à donner des données personnelles, et en avoir une contrepartie. Donc il y a plusieurs exemples. Actuellement, ce qui a été évoqué, c'est, le terme n'est pas de moi, donc je le reprends, les escroqueries au compte personnel de formation. C'est-à-dire que il y a des sites, il y a des personnes qui utilisent des sites pour obtenir au final de l'argent en s'appuyant sur le droit à la formation des salariés et en récoltant leur information. Il y a aussi les faux messages de services en ligne de banque qui disent « Écoutez, on a un incident, il faut que vous puissiez le débloquer. Pour cela, on a besoin de votre numéro de compte bancaire ou de notre numéro de carte bleue », de choses de ce type-là. Donc là, effectivement, il faut être très vigilant et très méfiant vis-à-vis de ce que l'on reçoit, et y compris de ce qui pourrait apparaître comme étant dans la sphère de confiance, dans la sphère de sécurité, des messages de sa banque ou de structures que l'on connaît, et qui en fait peuvent être contrefaites par des malveillants. Oui. Donc le réflexe de base, c'est n'en donnez pas trop, n'en donnez pas plus qu'il n'est nécessaire, et puis pour tout ce qui vous demande quelque chose, et qui finalement, toute demande d'information, toute transmission d'informations, de données, dont vous n'êtes pas directement à l'origine, doit être regardé avec une très grande suspicion. Donc être méfiant avant de cliquer. Oui, Laurent, je suppose que ce que vient d'annoncer Paul Olivier, notamment, ça évoque chez vous des parcours connus, des parcours suivis par ces victimes que vous aidez, que vous assistez à travers cybermalveillance.gouv.fr. Bien sûr, ça fait écho à ce que nous enregistrons depuis notre naissance, bien sûr, depuis le lancement officiel. Mais c'est vrai que tout à l'heure j'évoquais la crise sanitaire comme un accélérateur, et c'est pas une vision de l'esprit, hein, puisque pour la première semaine du confinement, à savoir la semaine du 16 mars 2020, et dès cette première semaine, au niveau de nos parcours victimes, nous avons enregistré une augmentation d'environ 400% pour les parcours d'assistance et les recherches d'assistance en matière d'hameçonnage. Donc c'est vous dire si les attaquants savent profiter rapidement, d'une manière très très réactive, d'une situation inédite, et notamment le confinement de la plus grande partie de la population, et donc une explosion, une amplification significative de nos habitudes numériques. Pour vous donner un titre, un volume chiffré entre guillemets, pour la seule année 2020, nous avons sur la plateforme Cybermalveillance Gouv.fr enregistré un peu plus de 105 000 parcours d'assistance victime. C'était une année exceptionnelle, un cru, diraient certains. Néanmoins, pour l'année 2021, et nous ne sommes qu'en novembre, ce sont déjà 135 000, donc une augmentation significative par rapport à ces 105 000 de 2020, 135 000 parcours d'assistance que nous avons déjà pris en compte pour les 11 premiers mois de l'année. Alors effectivement, ça indique quoi? Ça indique que nous sommes peut-être plus connus, et nous nous en réjouissons, mais ça veut surtout dire que les attaques perdurent, s'amplifient, continuent, sachant que les attaquants ont bien pris le pli par rapport à ce changement d'habitude. Donc pour les particuliers, parce qu'on fait quand même le distinguo entre les particuliers et les pros. Pour les particuliers, le top 3, il est concrétisé par l'hameçonnage, hein, c'est ce qui vient d'être évoqué à l'instant, à savoir des mails forgés de toutes pièces qui semblent provenir d'un émetteur légitime, un émetteur de confiance, qui vont contrefaire la charte graphique, qui sont maintenant très sophistiqués, donc il est loin le temps où le mail d'hameçonnage comptait une faute d'orthographe par mot, et qui vont vous demander soit des identifiants des mots de passe, soit de cliquer sur un lien malveillant, soit de transmettre des documents importants, sensibles, administratifs. Et donc là, pour nous, c'est vraiment aujourd'hui la mère de toutes les menaces, cet hameçonnage, tout simplement parce que ça ne cesse jamais, ça a été amplifié par la crise sanitaire et ça continue, on
on est vraiment face à des campagnes successives et massives. Et surtout, depuis peu, c'est transposé à nos supports, à nos doudous numériques, à nos téléphones portables par le biais de SMS qui sont beaucoup plus difficiles à détecter, à vérifier. Tout simplement déjà parce que pour des raisons physiques, l'écran est plus petit. On est souvent moins à l'aise sur un téléphone que sur un ordinateur. On est en situation de nomadisme, je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, les attaquants ont négocié, entre guillemets, ce virage, ce pivot, pour adapter leurs attaques au support que nous utilisons le plus. Toujours pour les particuliers, risque numéro 2, le piratage de comptes, des boîtes de messagerie ou des comptes d'accès aux réseaux sociaux sur lesquels nous stockons de plus en plus de choses importantes nous concernant. C'est vous dire que si les attaquants prennent en main ces boîtes de messagerie, c'est la quasi-totalité de notre identité numérique qu'ils détiennent. Et enfin, troisième menace pour les particuliers, tout ce qui concerne les arnaques aux faux supports techniques qui malheureusement ciblent nos seniors, les particuliers les plus âgés, en leur faisant croire que Windows, Microsoft ou tout autre éditeur met en place une hotline, une ligne d'appel pour pouvoir les dépanner et en leur faisant croire que, bien entendu, leur ordinateur est piraté. Côté professionnel, l'évolution la plus significative, et là nous confirmons tous les constats qui ont été faits par les observateurs du domaine, dont l'ANSSI, c'est la menace la plus prégnante, c'est celle des rançongiciels, les ransomware, donc ces petits programmes malveillants qui vont chiffrer l'intégralité des données contenues sur le réseau, aussi bien sur le réseau que sur les disques durs des ordinateurs d'une entreprise, et face à ce chiffrement qui rend les données inaccessibles et inutilisables, qui va tout bloquer au niveau des logiciels de l'entreprise, vont réclamer une rançon, sachant qu'aujourd'hui, les pirates exfiltrent des données préalablement au chiffrement et vont utiliser ces données en leur possession, qui elles sont en clair, pour accroître la pression sur la victime pour qu'elle paye la rançon. Bien entendu, toujours très présent, le piratage informatique, donc l'accès illégitime au système d'information d'une entreprise, le piratage de comptes également, qui fait des ravages parmi nos publics professionnels, ainsi que l'hameçonnage qu'on retrouve comme vecteur. Maintenant, l'hameçonnage permet aux attaquants de collecter un certain nombre de données qui vont leur permettre de procéder à d'autres actes malveillants derrière. Donc, on note un intérêt marqué pour les attaquants pour les données personnelles, ou en tout cas les données qui permettent d'obtenir des droits ou des accès, ou pour des victimes solvables dans le cadre des rançongiciels, dans une optique crapuleuse, rentable immédiatement. Paul-Olivier, justement par rapport au ransomware, au rançongiciel, est-ce que c'est toujours une mauvaise idée finalement de payer la rançon réclamée par les auteurs de ce logiciel malveillant? C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que rien ne garantit que le paiement de la rançon fera disparaître la menace et qu'on n'aura pas une demande complémentaire. Deuxièmement, selon certaines analyses, ça expose la personne qui paye à des poursuites pénales puisqu'il serait complice d'une infraction complémentaire, d'un délit complémentaire qui serait celui de blanchiment de revenus d'origine criminelle. Donc c'est une double mauvaise idée que de le faire. Et en général, les personnes qui ont survécu et qui ont bien traité, bien réagi face à ces difficultés n'ont pas payé. Et en règle générale, on peut dire qu'une fois que la demande de rançon arrive, il est déjà trop tard. Finalement, une partie des données a été captée par les hackers. Oui, les données, c'est en général quand la demande de rançon arrive, c'est que c'est trop tard. Ou alors on retombe sur des problématiques qui sont un petit peu qu'on a déjà évoquées, qui sont celles des tentatives. On peut avoir des demandes de paiement de rançon sans qu'il y ait eu l'installation d'un ransomware sur son système. Ça, c'est des choses qu'on a vu apparaître il y a à peu près un an et demi. Il y a eu plein de messages disant que
qu'on n'a pas de chance, mais que notre ordinateur a été piraté, que la caméra a permis de capter plein de choses très intimes, et que si on ne paye pas une somme de quelques milliers de dollars ou d'euros, d'ailleurs c'est assez amusant parce que le montant a varié dans le temps et a été plutôt orienté à la baisse, tout cela serait transmis à la totalité du carnet d'adresses. Et la règle générale, c'est que les gens qui n'ont pas répondu, n'ont pas été embêtés. Voilà. Laurie, alors paradoxalement, on ne lit pas toujours les conditions générales d'utilisation des services qu'on utilise en ligne. Est-ce que il n'y a pas un paradoxe justement ici entre le fait de se faire avoir par un rançongiciel et finalement de ne pas prêter l'attention nécessaire et suffisante à l'usage de nos services en ligne? Alors, c'est-à-dire que je pense que c'est dans les usages, c'est ce qu'on a pu constater, les consommateurs, ils font ce qu'ils peuvent et avec le temps qu'ils ont, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que on a bien sûr une obligation, une nécessité de vigilance quotidienne, mais on a réalisé en interne une étude sur les CGU et les conditions d'utilisation et les conditions générales de vente des 100 premiers sites Internet en termes de nombre de visites. Et ce que notre équipe a pu remarquer, c'est que sur ces 100 premiers sites Internet, en moyenne, les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente font 20 pages et nécessitent un temps de lecture de 34 minutes. Donc vous imaginez bien, comme je le disais au début, sur une navigation de 19 heures par semaine avec une quantité de sites visités, 34 minutes par site Internet, c'est très compliqué. Maintenant, il est clair que dans ces textes, il y a des informations qui sont essentielles et qui sont même capitales, qu'il faudrait que le consommateur prenne, dont il faudrait que le consommateur prenne connaissance avant d'acheter un bien ou d'utiliser un service. Puisque dans les CGU, on va avoir les règles contractuelles entre la plateforme, le site Internet, l'application mobile et le consommateur. Dans les CGV, ça va être dans un contrat de vente, on va avoir les règles que vous allez pouvoir avoir sur les défauts de conformité, la rétractation, etc., qui sont très importantes aussi, et notamment, c'est bien de le savoir avant. Et dans la politique de confidentialité, vous allez avoir toutes les informations capitales sur voilà, le site Internet ou l'application mobile utilise vos données personnelles, quel type de données, qui va les recevoir, pendant combien de temps est-ce qu'elles vont être utilisées, dans quel but, etc. Donc, c'est des informations qui sont nécessaires et qui sont essentielles d'avoir avant d'utiliser un service, une application mobile ou un site Internet. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un effort de vulgarisation et de concision de la part de ces sites Internet et applications mobiles, de façon à ce que ça aide les consommateurs au quotidien pour qu'ils aient de façon claire et compréhensible, parce que c'est souvent pas compréhensible en plus pour les consommateurs, qu'ils aient de façon claire et compréhensible toutes ces règles qui sont essentielles avant d'utiliser ces services. Voilà. Et après, il faut aussi garder en tête que même quand on les lit, malheureusement, on se trouve aussi des clauses, ce qu'on appelle des clauses abusives. Le fait que Choisir a fait condamner plusieurs réseaux sociaux, sites Internet, etc., pour l'utilisation de clauses abusives. Mais c'est des clauses qui ne peuvent pas plus être imposées aux consommateurs. Donc voilà, c'est vrai que c'est nécessaire de les lire. Il faudrait que tous les consommateurs le fassent tout le temps, mais il faut aussi prendre un peu de recul en se disant que 34 minutes moyen par site Internet, c'est quand même un gros effort à demander aux consommateurs. Donc, dans un monde idéal, il faudrait bien entendu que ces textes soient mis en valeur et que les informations essentielles, en tout cas, soient fournies de façon très efficace aux consommateurs. Peut-on donner un exemple de ces clauses abusives, justement ? Alors, en clause abusive, régulièrement, dans ce qu'on peut voir, on a typiquement les clauses qui vous disent je suis un service qui est souvent basé à l'étranger et si vous avez un contentieux, vous voulez m'attaquer en justice, allez aux États-Unis, allez à Hong Kong, et puis c'est la loi chinoise, la loi américaine qui est applicable. Alors ça, typiquement, par exemple, c'est abusif. On a aussi des limitations de responsabilité du site Internet quand il y a un problème, et en revanche, le consommateur, lui, il n'a pas de possibilité, si vous voulez, d'obtenir réparation d'un quelconque préjudice qu'il aurait pu subir. Ça aussi, c'est abusif, puisque en fait, dès l'instant qu'on va avoir un déséquilibre significatif entre ce qu'on appelle les droits et obligations du professionnel et du consommateur, on va estimer que cette clause est abusive. Voilà. Donc ça, on a pu voir typiquement dans nos affaires Facebook, où on a fait déclarer illicite et abusive 430 clauses.
typiquement par exemple, puis après on a d'autres services, Valve, Uber, etc., qui avaient été aussi épinglés sur ces points. Maintenant voilà, les sites internet sont censés ensuite nettoyer tous ces textes, etc., de façon à ce que ces clauses ne soient plus imposées aux consommateurs. Merci. Paul-Olivier, justement, dans notre vie numérique, le professionnel et le personnel sont intimement mêlés. Pour quel type de levier d'action, finalement, on peut demander à notre DPO? Quel type de réaction pour nous défendre sur cette vie numérique complexe et hybride? Alors, la problématique, c'est à quel titre on s'adresse à un DPO. Globalement, un individu est en relation avec une entité, soit en tant que client, soit en tant que collaborateur. Et même lorsqu'il y a un cumul des deux, en général, on essaye de faire la part des choses. Ce qui se passe, c'est que on a des pratiques qui font que la frontière entre le professionnel et le privé tend, mais c'est une tendance qui est relativement ancienne, à devenir de plus en plus perméable. Je prends un exemple. Il y a un certain nombre d'entreprises qui présentent leur équipe sur Internet, et plutôt que d'avoir un CV ou une présentation qui soit spécifique à l'entreprise des compétences et des qualités de la personne, elle propose de faire un renvoi vers le lien, vers la fiche LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un réseau qui est à vocation très professionnelle, mais la fiche est rédigée sous la responsabilité de la personne et sous la responsabilité, c'est la personne qui normalement décide du contenu qu'elle met dans sa fiche LinkedIn. Alors, je suis peut-être le seul, mais je vous entends plus. Ouais, mais certainement pas entendu du tout car le micro était fermé. Juste, on a entendu jusqu'à la fiche LinkedIn quand même. La fiche LinkedIn. Donc en fait, la fiche LinkedIn, c'est LinkedIn est un site sur lequel des personnes physiques vont, s'inscrivent et se présentent sous leur responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas une fiche LinkedIn pour son compte personnel avec son historique et une fiche LinkedIn pour l'employeur avec lequel on travaille. C'est-à-dire que quelque part, à partir du moment où la présentation, quelque part la carte de visite professionnelle renvoie à un site où la personne s'inscrit en tant que telle, on a une rupture de la séparation entre l'activité professionnelle et l'activité personnelle. Ce qu'on retrouve également avec le développement des problématiques liées au télétravail. C'est-à-dire que l'espace de travail est un espace qui est à l'origine, qui est à usage mixte, professionnel et privé. Et là, on a eu un certain nombre de litiges dans lesquels on assistait à des demandes qui étaient tout à fait illégitimes de la part de certains employeurs, qui consistaient à demander, écoutez, à partir du moment où les gens travaillent, je veux que la caméra soit allumée, pour m'assurer qu'elle travaille effectivement comme avant. Donc là, il y a un certain nombre d'éléments qui font que, et donc ça revient à avoir une caméra, si cette demande était prise en compte, ça revenait à avoir une caméra ouverte par laquelle l'employeur avait une vue, certes partielle, mais avait une vue du domicile. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été mises en place, qui ont été, c'est de la surveillance à distance, sanctionnées, oui, on peut le dire. Et qui ont été justement retoquées. Donc le problème, c'est que on a une séparation entre le privé et le professionnel qui est beaucoup plus ténue qu'elle ne l'était autrefois, sans parler des modes de travail où finalement on devient indépendant et non plus salarié, et où on devient finalement le prestataire de services pour le compte de différents donneurs d'ordre. Donc avec l'obligation effectivement de se présenter et d'apparaître finalement comme étant son propre employeur, sa propre entreprise. Donc une problématique est un petit peu plus délicate à traiter qu'elle ne l'était auparavant, où on avait un lieu de travail sur lequel on se rendait
ayant commencé à travailler, on était en principe exclusivement à la disposition de son employeur, et on quittait ce lieu de travail et c'était fini. Ben maintenant, on a des éléments qui sont plus complexes à gérer, et sur lesquels on est en train de reconstruire un équilibre, mais celui-ci n'est pas encore totalement reconstruit et stabilisé. Stable, oui, tout à fait. Laurent, justement, on évoquait la surveillance des télétravailleurs à distance. Le contrôle à distance, ça peut être très utile dans le cas du support, du soutien technique. Évidemment, il ne faudrait pas le détourner au profit d'une surveillance qui n'est pas utile sur le lieu de travail à domicile en particulier. Est-ce que vous arrivez à mettre un frein à certains usages de ce type? Alors non, parce que d'abord c'est pas dans les missions de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Nous avons, et c'est un parti pris et qui est tenu depuis la naissance et le lancement du dispositif. Nous mettons à la disposition de nos publics. D'abord, le principe c'est de les tenir informés, ces publics, de l'état actuel des menaces, des cybermalveillances. Mais le tout et l'objet, c'est de ne pas être anxiogène que pour faire peur. C'est surtout d'améliorer, d'augmenter la culture de l'internaute, qu'il soit à titre personnel ou à titre professionnel, et de livrer ensuite à sa connaissance un certain nombre d'outils, de possibilités destinées à élever sa maturité numérique face donc aux menaces qui peuvent le cibler. Alors le premier de ces outils et j'ai envie de dire le pivot même de la plateforme, c'est ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises déjà depuis le début de cette table ronde. C'est notre fameux parcours d'assistance victime qui répertorie aujourd'hui 47 types différents de cybermalveillance. Alors tout ça pas pour tenir une liste à l'après-vert, mais tout ça pour améliorer l'accueil fait aux victimes, et j'insiste particulièrement sur ce terme. Quand vous venez d'être victime d'une cybermalveillance que vous ne comprenez pas, dont vous ne comprenez pas les conséquences éventuelles en matière financière, en matière de réputation, vous êtes bien entendu paniqué, stressé, et ces victimes, il faut leur réserver le meilleur accueil. Donc ces 47 types de cybermalveillance différentes, associés à plus de 425 conseils et recommandations, c'est vraiment ce sur quoi travaille la plus grande partie de l'équipe du groupe en intérêt public ACIMA, de manière à améliorer ces conditions d'accueil et surtout les recommandations et les conseils et les mises en relation que nous pouvons proposer à nos victimes. Ensuite, c'est surtout un travail de tous les jours par rapport aux articles que nous publions, je le répète, dans un vocabulaire, dans un langage non technique, accessible, que les internautes peuvent s'approprier. Alors, tout à l'heure, l'article sur et l'arnaque sur le compte personnel de formation a été évoqué. Hein. C'est un exemple qui illustre effectivement ce que nous, à ma connaissance, avons été les premiers à voir au niveau national, à savoir un mode opératoire très particulier et qui pouvait faire très très mal, puisque non seulement la personne voyait son crédit en matière de formation diminuer, mais surtout du coup de fausses formations étaient remboursées par l'État. Et donc là, il y avait vraiment quand même quelque chose d'emblématique et sur lequel il fallait à tout prix réagir rapidement. Nous publions également des articles sur les tendances de fond. Le dernier en date concerne l'usurpation d'identité. Ça, c'est vraiment une menace qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et je l'ai évoqué notamment tout à l'heure par rapport au piratage possible de nos boîtes mail. Nous publions très régulièrement, et plus particulièrement d'ailleurs à l'adresse de nos publics professionnels, des guides. Je citerai par exemple le guide sur concernant les PME, les TPE que nous avons rédigé avec BPI France, ou également un guide destiné aux petites collectivités territoriales que nous avons rédigé avec la Banque de Territoire. Et bien entendu, nous publions très régulièrement des alertes, de nombreuses alertes sur nos réseaux sociaux, plus de 40 alertes pour la seule année 2020, et nous tenons toujours à disposition de tous nos publics notre kit de sensibilisation qui inventorie les menaces, les bonnes pratiques pour s'en prémunir, et surtout, que faire si jamais je suis victime de cette cybermalveillance. Et enfin, dernière chose que je voulais évoquer,
plus particulièrement adressé à nos publics professionnels. Fin 2019, début 2020, nous avons travaillé avec ceux de nos membres que ça intéressait et en partenariat avec l'AFNOR sur un référentiel technique sur lequel s'appuie aujourd'hui le label Expert Cyber, qui a été lancé en février dernier et qui qualifie un certain nombre donc de prestataires informatiques qui complètent utilement le réseau de nos prestataires référencés avec une expertise portant non seulement sur la remédiation, sur la réponse à incident, mais également sur l'installation, sur la maintenance en matière de cybersécurité et bien sûr la réponse à incident. Tout ceci dans le cadre d'une expertise vérifiée par l'AFNOR et portant sur les sites web, sur les systèmes d'information professionnels et sur la téléphonie IP. Voilà, donc des outils et des solutions proposés à nos différents publics. Alors, merci de partager ces conseils pratiques. Est-ce qu'on peut rappeler que non seulement les ordinateurs, mais aussi les smartphones et peut-être les tablettes, les objets connectés ont tous également besoin de mise à jour régulière de leur système pour peut-être éviter justement les fraudes et les attaques, les cybermalveillances? Alors bien sûr, aujourd'hui, ce que nous observons, ce que nous constatons, c'est que nos publics commencent aujourd'hui à avoir cette culture qui consiste à sécuriser des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables face à des attaques qui se multiplient, qui augmentent régulièrement. Et il est important, il nous semble capital de transposer ces bonnes pratiques pour nos compagnons du quotidien, à savoir les tablettes, les smartphones que nous utilisons que de plus en plus. Je l'évoquais en début de table ronde, à savoir qu'aujourd'hui nous ne souhaitons plus être déconnectés quand nous voyageons, quand nous sommes dans les transports en commun, quand nous sommes en voiture. Donc il est important, et nous utilisons voire plus ces supports que nos propres ordinateurs de bureau. Donc il est très important également, non seulement de mettre à jour régulièrement en matière de sécurité les systèmes d'exploitation qui font fonctionner ces terminaux, ces téléphones portables, mais également l'intégralité des logiciels et des applications que nous avons installés sur ces terminaux nomades. Laurie, il y a également dans chaque application, notamment sur les portables, les téléphones portables, la possibilité de contrôler tous les capteurs intégrés, que ce soit la caméra, le micro. Et ça, il faut y faire particulièrement attention. Oui, bien entendu. Maintenant, on a la possibilité sur les appareils mobiles d'avoir un système d'autorisation, ce qui permet en fait, quand vous allez ouvrir une application quelconque, si l'application demande l'accès à certaines informations de votre téléphone, vous allez avoir un écran qui va vous dire est-ce que vous autorisez telle application à accéder à telle information. Et c'est notamment le cas pour le carnet d'adresses, pour la géolocalisation, pour l'accès aux photos, etc. Et c'est très important, notamment si on fait le choix de télécharger une application qui n'est pas forcément, qu'on va dire qui est gourmande en données personnelles, parce que dans ce cas-là, on peut aussi refuser de fournir notre carnet d'adresses entier à une application, ce qui en soi peut parfois n'être absolument pas nécessaire, voire disproportionné. On a aussi notamment la géolocalisation, c'est-à-dire que à la fois en termes d'autorisation à une application particulière, puisque vous allez donner votre géolocalisation parfois en temps réel. J'entends la géolocalisation très précise de l'endroit où se situe votre terminal. Vous allez donner votre géolocalisation réelle à une application, mais aussi plus largement au niveau de l'OS. C'est-à-dire que si vous n'avez pas nécessité particulière d'utiliser la géolocalisation, par exemple parce que vous avez besoin du GPS ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, c'est aussi une bonne idée de couper la géolocalisation tout simplement à ce moment-là. Comme ça évitera aussi d'avoir une récupération de votre géolocalisation sans que vous vous en rendiez compte. On a aussi ce problème avec les bornes Wi-Fi, les connexions Bluetooth, puisque on peut aussi retrouver votre géolocalisation à partir, en croisant des données d'autres téléphones que vous avez croisés par votre connexion Bluetooth ou via des bandes Wi-Fi, par exemple. Donc, c'est important aussi, toujours, par défaut, de considérer que tous vos terminaux, que ce soit ordinateur, téléphone portable, tablette, c'est important d'aller voir les paramètres par défaut et de les changer si jamais les paramètres sont activés sans que vous vouliez partager ces informations. Parfait. Paul-Olivier, alors dans l'entreprise, on a ce besoin parfois de cloisonner les environnements personnels et professionnels. Oui. Est-ce qu'on y arrive toujours? Est-ce que, en particulier sur les smartphones, ce n'est pas une difficulté permanente?
C'est une difficulté permanente et une difficulté qui est ancienne. Pardon. Que d'avoir des espaces qui sont spécifiquement dédiés à l'activité professionnelle et de l'entreprise et qui sont clairement sous sa responsabilité exclusive, et des espaces qui sont ouverts à des activités professionnelles. Donc il y a parfois des solutions, c'est d'avoir un téléphone professionnel et d'avoir un téléphone privé. Il y a aussi d'autres systèmes qui prévoient des conditions d'accès extrêmement strictes au réseau d'une entreprise. Donc c'est par exemple ce qui peut exister dans le domaine de la santé, avec des terminaux dont certaines fonctionnalités sont inhibées. Donc ça c'est possible. C'est pas forcément ça a toujours une contrepartie et c'est pas forcément la meilleure solution. En fait, ce qu'on a vu avec le problème de la pandémie, c'est que on a été amené à mettre en place de manière un petit peu en mode catastrophe des solutions de mobilité, des solutions de travail vers une logique d'entreprise dans une logique d'entreprise étendue. Donc c'est des solutions qui sont parfois très coûteuses, qui peuvent être adaptées lorsqu'on a des environnements qui nécessitent une très très forte sécurisation, mais qui sont peut-être pas quelque chose d'aussi récent. On a parlé des smartphones, je fais un peu d'archéologie, compte tenu de mon grand âge. C'est un débat qu'on a eu il y a quelques années sur les ancêtres des téléphones portables, pas des téléphones portables, mais des smartphones, qui étaient les PDA. Et se poser la question sur les Palm, marque qu'on peut citer puisqu'elle a disparu, les Palm pilotes, de savoir si on pouvait avoir un espace réservé à l'entreprise et un espace réservé à l'individu. Donc la question est ancienne. Si elle est ancienne et qu'elle n'a pas été résolue, c'est qu'elle est vraisemblablement sur une ligne de partage qui n'est pas si simple que ça à stabiliser. Oui, tout à fait. Alors, on va laisser bien sûr la place aux questions des internautes et dans un premier temps, je voulais rappeler les résultats de notre premier sondage. La question qui vous était posée, c'était: avez-vous déjà été victime de vol de données personnelles? Alors, une majorité d'entre vous répond non, 53%, 20% répondent oui et 27% ne savent pas. Est-ce que ces chiffres vous surprennent, Laurent? Ils me surprennent sans me surprendre. Au niveau de cybermalveillance GouverFR, on est résolument orienté et soucieux de l'utilisateur et de la pédagogie nécessaire pour démystifier la compréhension des menaces en les décloisonnant, de l'aspect purement technique. Pour nous, un utilisateur sensibilisé et responsabilisé aux enjeux qui pèsent sur son identité numérique et sur l'intégrité de ces données est la brique indispensable à une bonne sécurité personnelle et à une bonne sécurité globale si elle s'inscrit dans le cadre d'une entreprise. Donc, il est important, effectivement, que l'utilisateur, que l'internaute, que tout à chacun fasse ce mouvement de préhension, d'une meilleure compréhension des nouvelles technologies, du mode de fonctionnement, même succinct, d'Internet, et surtout de la manière dont il peut appréhender le fonctionnement des menaces. Donc, pour éviter qu'on en arrive effectivement à quelqu'un qui puisse nous dire: en fait, je ne sais pas si j'ai été attaqué ou pas, je ne sais pas si mes données sont bien protégées ou pas. Alors, et c'est important, ce qui était évoqué tout à l'heure par rapport aux conditions générales d'utilisation est très très intéressant. Mais je pense et je reste convaincu que même si celles-ci sont parfois abusives, nous devons, et je m'intègre volontairement dedans, nous devons de nous intéresser à ces conditions d'utilisation, ce qui nous permettra et ce qui peut nous permettre de mieux assurer, de mieux assumer la nécessaire maîtrise de l'information, cette fameuse information qui, il était dit tout à l'heure, est le pétrole aujourd'hui moderne de l'Internet. Alors, on a une question pour vous. C'est une question d'aiguillage finalement, Patrick.
Pardon, je ne sais pas si je dois citer, les internautes nous demandent quelle différence on peut faire entre cybermalveillance.gouv.fr et internet-signalement.gouv.fr. Alors, je vais pouvoir répondre. Je vais pouvoir répondre rapidement parce que le hasard fait que je connais bien la question. Internetsignalement.gouv.fr est une plateforme opérée par la direction centrale de la police judiciaire destinée à signaler l'ensemble des contenus illégaux qu'un internaute peut rencontrer sur Internet. Cette plateforme fait partie des recommandations et des propositions d'orientation qui sont présents au sein de notre parcours d'assistance victime si l'internaute, si la victime souhaite signaler ces éléments sur une plateforme officielle. Et c'est important de le dire, cybermalveillance.gouv.fr n'est en tant que tel pas une plateforme de signalement. C'est un guichet unique, c'est un dispositif national, c'est une gare de triage qui va prendre en compte la victime à partir du moment où elle actionne le parcours pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé et lui permettre et lui offrir différents types d'orientations et de recommandations. La plateforme Pharos fait partie de ces recommandations et de ces propositions d'orientation. Bien, merci. Beaucoup de questions naturellement sur les emails, vous vous en doutez, Laurie, notamment sur le spam. Le service Signal Spam est-il efficace, par exemple? Je n'arrête pas de recevoir des mails non sollicités. Dois-je les transmettre à Que Choisir? Je reçois toujours ces mails indésirables, bien que je me désabonne. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, il y a deux hypothèses, parce qu'on va avoir en fait la question, si vous voulez, des spams malveillants, c'est-à-dire qu'on va être plus dans de l'escroquerie, on va avoir des spams qui vont vouloir, des émetteurs qui vont vouloir se faire passer pour d'autres entreprises, etc. Donc dans ce cas-là, on a un premier volet, et ensuite on a le côté prospection commerciale qui est incessante et dont on voudrait en fait exercer un droit d'opposition. Dans le premier cas, vous pouvez, en fait, dans les mails qui sont légitimes, vous pouvez normalement, en bas de chaque email, cliquer sur un lien qui vous permet de vous désinscrire à ces emails. Maintenant, si on est sur le côté spam, des mails très étranges, où on vous incite à cliquer sur des liens, à ouvrir des pièces jointes, etc. Dans ce cas-là, ces mails peuvent être la cause effectivement d'un siphonnage de données. Vous pouvez vous retrouver sur des sites internet où vous fournissez vos informations, alors que, comme on le disait, on l'a dit tout au long de cette conférence, après, c'est des sites internet peu scrupuleux qui obtiennent ces informations. Et on a aussi, après, des virus aussi. Des virus peuvent s'installer sur votre terminal, et dans ce cas-là, c'est problématique. Et en fait, pour ces mails-là, c'est vrai que vous pouvez utiliser la plateforme Signal Spam, où on va avoir une petite installation sur un navigateur qui va vous permettre de transmettre toutes les informations de cet email pour permettre aux autorités d'avoir toutes les informations au-delà du simple émetteur pour essayer de retrouver d'où vient cet email et essayer aussi de retrouver son émetteur pour le faire condamner s'il le retrouve. Donc effectivement, c'est important. Alors vous pouvez soit télécharger cette extension, soit copier le code source de l'email, ce qui est un peu plus difficile. Donc en général, l'installation de l'extension est un peu plus facile. Et ce qui est bien avec Signal Spam, c'est qu'on a plusieurs autorités qui sont derrière, qui vont pouvoir après ensuite se répartir en fonction de l'email qui vous paraît frauduleux. D'accord. Alors, puisqu'on est dans la carte interactivité, on va en profiter pour aussi orienter nos internautes sur l'onglet sondage. Une nouvelle question donc vous est posée depuis quelques minutes. N'hésitez pas à y répondre. Beaucoup de questions. Je vois aussi dérouler pas mal de choses autour du pistage. Comment éviter d'être pisté? On a abordé un peu les cookies tout à l'heure. Est-il utile d'utiliser un VPN? Un antivirus est-il efficace à ce niveau? Voilà, qui reprend cette question? Paul Olivier, peut-être? Il y a un certain nombre de techniques auxquelles on peut avoir recours, du style VPN, du style anonymat, du style navigation privée, la sélection de navigateurs
en mode confidentiel, en mode secret. Oui, il y a tout à fait la possibilité d'utiliser ces outils. Simplement, à un moment ou à un autre, l'utilisation de ces outils va se retrouver avec un certain nombre de contreparties. Par exemple, moi j'ai plutôt tendance à naviguer en mode de navigation privée pour éviter de laisser des traces inutiles. La contrepartie, c'est que je reçois très 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 fréquemment les pop-up sur l'acceptation ou non de la politique de cookies. Donc c'est des choses qu'il faut mettre en balance, la simplicité de navigation. Et puis d'un autre côté, la protection de sa vie privée. C'est-à-dire que c'est pas forcément, il faut trouver un équilibre et accepter une certaine zone de visibilité et en contrepartie de bien calibrer sa zone de vie privée. Alors, les internautes connectés ont remarqué que la question justement des cookies n'était pas toujours posée de la même façon. Laurent, est-ce que vous avez un conseil à donner par rapport au refus systématique des cookies ou est-ce que c'est difficile en pratique de les refuser tous? Non, après, c'est toujours pareil. Quel est le risque auquel je m'expose en acceptant tous les cookies ou en les refusant, plutôt en les acceptant? Sur quel type de site je vais les refuser? Sur quel type de site je peux les accepter? Le principe, c'est quand même d'essayer de comprendre, même dans les grandes lignes et sous un angle non technique, ce que constitue un cookie, qui n'est rien d'autre qu'un petit fichier temporaire qui, sur le principe, a été est généré pour pouvoir, théoriquement en tout cas, faciliter et rendre un peu plus dynamique la connexion sur un site donné. Derrière, voilà, je pense, un bon utilisateur est un utilisateur informé, donc ne pas hésiter à comprendre le mode de fonctionnement et derrière, comme c'était très utilement conseillé, très bien dit pour la navigation privée ou l'utilisation de VPN, accepter ces éléments ou les refuser. Mais en toute connaissance de cause, c'est ça qui me semble le plus important. Oui, alors je vois beaucoup de questions aussi sur l'usurpation d'identité, ça inquiète forcément tout le monde. On peut avoir des fuites de données, on peut également être victime d'escroqueries financières suite à une usurpation d'identité. La question en règle générale, c'est vers qui se tourner, qui est responsable dans ces cas-là et comment faire face juridiquement. Laurie, peut-être. Alors, j'imagine que Laurent pourra compléter de la part de cybermalveillance, mais dans ces cas-là, si la personne fait l'objet d'une usurpation d'identité, bien entendu, il va falloir porter plainte pour déjà essayer de retrouver l'auteur de l'usurpation d'identité, parce que c'est un délit, et après, essayer aussi, si l'auteur est retrouvé, de se constituer partie civile pour obtenir une indemnisation. C'est la même chose pour l'escroquerie. L'idée, c'est que c'est des actes qui sont inacceptables. En plus, si par exemple on en parlait tout à l'heure, aux comptes de réseaux sociaux en ligne, une fois que la personne arrive à accéder à ce genre d'informations, il est très facile de pouvoir faire de l'usurpation d'identité parce qu'on va avoir des photos qui sont accessibles, votre nom, votre prénom, parfois même des informations de localisation que vous avez indiquées un jour, votre parcours professionnel, etc. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention et rester vigilant. Et ensuite, après, voir aussi en ce qui concerne votre banque, etc., pour s'assurer que vos moyens de paiement n'ont pas été utilisés dans le cadre de l'usurpation d'identité, que des prêts n'ont pas été pris à votre nom, etc. Donc, il faut tout de suite réagir si vous voyez que vous êtes susceptible d'avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité et porter plainte pour essayer de retrouver retrouver l'auteur de l'usurpation d'identité, bien entendu. Une question Alors, très pratique. Pardon, sur ce point. Je me permets de compléter sur l'usurpation d'identité, puisqu'on a publié récemment un très très bon article à ce sujet. Donc, bien entendu, conserver tous les éléments de preuve, tous les éléments qui prouvent en fait votre
ce qui s'est passé à votre préjudice en votre possession pour les fournir, le cas échéant, à un service de police ou de gendarmerie, signaler très rapidement l'usurpation d'identité auprès des plateformes sur laquelle cette usurpation a eu lieu ou a provoqué un préjudice, déposer plainte, bien entendu, prévenir immédiatement tous les établissements bancaires ou financiers dont vous êtes le client, faire annuler ou renouveler vos pièces d'identité, produire une attestation sur l'honneur à l'attention de tous les organismes qui vous mettent en cause pour justifier que vous n'êtes pas l'auteur des faits reprochés et qui ont été menés avec votre identité apparente. Voilà, je vous cite les premiers, mais effectivement, dans ces cas-là, il faut agir, réagir rapidement, sachant que la meilleure protection, c'est quand même la prévention et que nous nous permettons de conseiller de manière très régulière d'utiliser des mots de passe uniques pour chaque service, difficilement devinables et bien sûr costauds, de manière à pouvoir déjà bien protéger ces espaces sur lesquels nous stockons ces données qui, si elles tombent entre les mains des pirates, permettent de réaliser, de procéder à ce qu'on appelle une usurpation d'identité. Paul-Olivier, vous vouliez réagir? Vous êtes en mute. Alors, pour l'usurpation d'identité, alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être très embêtant. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire, ça peut même être absolument horrible. Et je me souviens qu'il y a quelques années, une policière m'expliquait qu'elle avait la visite tous les 15 jours ou tous les mois d'une personne qui venait déposer une plainte complémentaire à la suite de l'usurpation de son identité. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on récupère des éléments de l'identité d'une personne, à partir de laquelle on monte des dossiers, par exemple des dossiers de crédit, qui permettent d'obtenir de l'argent, et comme l'identité n'est pas celle de la personne qui bénéficie du crédit, il y a un bénéfice qui est assez large. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut être très embêtant, mais pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que entre les problématiques de divulgation des données à caractère personnel, qui est quand même un mouvement assez large avec les réseaux sociaux, avec énormément de choses de ce type-là, on a une proportion qui est de l'ordre de 1, vraisemblablement de 1 pour 100 000 ou de 1 pour 1 million par rapport aux données qui sont éventuellement l'objet de fuite et de perte de données, et des atteintes très graves que sont celles qui sont liées à l'usurpation d'identité. Il n'empêche que l'un des dangers, c'est que l'on puisse reconstituer à partir d'informations disponibles et d'informations volées, hackées, qu'on puisse reconstituer des éléments permettant d'avoir une identité crédible. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à certains identifiants, comme le numéro de sécurité sociale, comme d'autres choses qui peuvent éventuellement être utilisées pour créer une fausse identité et commettre des... C'est pas forcément pour accéder à votre compte bancaire, c'est éventuellement avoir des éléments d'identité qui permettront d'ouvrir un autre compte bancaire, de faire des crédits et de ne jamais les rembourser. Oui, alors on va remercier aussi nos internautes qui continuent à être très nombreux en ligne et à répondre à notre sondage. Notamment la deuxième question était: savez-vous à qui vous adresser en cas de cybermenace dorénavant? 85% d'entre vous ont répondu oui et 15% non. Donc vous pouvez continuer à voter naturellement. Le vote reste ouvert et il y aura même une troisième question prochainement à votre disposition. On a pas mal de questions autour des réseaux sociaux. C'est vrai que avoir un profil sur un réseau social, c'est facile. Le supprimer, c'est pas toujours aussi simple. C'est un petit peu comme changer de banque ou changer d'opérateur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos internautes à ce sujet? Normalement, là encore, on n'a pas parlé de l'exercice des droits des personnes, mais toute personne elle a des droits sur ces données et elle peut les exercer gratuitement en contactant notamment, comme le disait Paul-Olivier tout à l'heure, le DPO de l'organisme pour lequel vous voulez exercer vos droits. Et parmi ces droits, on a le droit à la suppression des données, qui est un droit important, puisque vous pouvez, une fois que vous avez donné des informations à un site internet, décider que finalement, vous ne voulez plus que ce site ait en possession ces informations. Alors, bien entendu,
ces droits, la réglementation veut que ce soit assez facile à utiliser et que la demande, la réponse à la demande est enfermée dans des délais. Normalement, la société a un mois pour répondre. Et les réseaux sociaux ont, pour la plupart, instauré des parcours pour pouvoir exercer leurs droits. Donc, normalement, vous allez dans la partie paramètres de confidentialité, que je vous invite là encore à aller voir pour constater les paramètres par défaut dont on parlait tout à l'heure, géolocalisation, caractère public ou privé des publications, etc. Et en fait, c'est aussi dans ces panneaux de confidentialité que vous allez pouvoir trouver les indications pour exercer votre droit de suppression. Alors, ça peut être suppression sur un contenu spécifique ou suppression du compte au complet. Sachant qu'une fois que votre compte est supprimé, je crois que les réseaux sociaux vous laissent la possibilité potentiellement de revenir sur votre choix pendant 1 à quelques mois, et ensuite elles vont être supprimées de façon définitive. Donc c'est bien un droit, le droit de suppression est bien un droit que vous pouvez exercer gratuitement, et il ne faut pas hésiter, comme pour tous les autres droits, à les exercer. Olivier, un petit complément peut-être par rapport à cette situation des données personnelles qui peuvent subsister malgré la suppression d'un compte? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Ce qu'a dit Laurie d'un point de vue juridique est tout à fait juste et fondé. C'est un droit qui est prévu par le RGPD. C'est pas un droit absolu. Mais quelqu'un qui utilise des données a l'obligation de les supprimer, sauf un certain nombre de cas qui constituent des exceptions. Donc normalement, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Il doit y avoir des procédures. Et si jamais ça ne marche pas, le premier niveau d'alerte, c'est de contacter le DPO de l'organisation, puisque son boulot, c'est de faire en sorte que l'organisation se dote des processus, des outils, des méthodes qui lui permettent de respecter ses obligations et notamment de mettre en œuvre le droit à la suppression. Ensuite, il y a toujours la possibilité de saisir la CNIL. La CNIL qui peut intervenir, diligenter éventuellement une enquête et, dans les cas les plus extrêmes, aller jusqu'à prononcer une sanction qui peut être tout à fait significative par rapport au chiffre d'affaires et au volume d'activité de la société. C'est là ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de données à caractère personnel qui circulent, qui présentent des risques, mais qui permettent aussi de faire beaucoup de choses que l'on ne réussissait pas à faire avant, et qu'avec le RGPD, on a, qui n'est pas un texte parfait, mais on a des droits, des outils qui permettent de faire face à cette utilisation plus forte. Donc l'individu a plus d'outils permettant de faire respecter ses droits sur les données à caractère personnel qu'il a cédées. Alors ensuite, il peut y avoir des décisions de suppression qui peuvent être un petit peu, qui peuvent être accompagnées pour leur mise en œuvre de périodes de sas permettant de revenir dessus. Mais bon, le principe est que si l'on souhaite faire supprimer ces données, sauf exception, le responsable de traitement est tenu de mettre en œuvre cette suppression. Laurent, vous évoquiez tout à l'heure la nécessité d'avoir un mot de passe distinct par service et si possible même une phrase de passe, quelque chose d'assez complexe à mémoriser. C'est évidemment des bons conseils, mais pour les retenir, il va falloir que mémoire d'éléphant. Est-ce qu'il y a des gestionnaires de mots de passe qui nous aident à gérer cette multiplication de mots de passe? Alors effectivement, aujourd'hui, les personnes au sein de la population française capables de mémoriser les 15 ou 20, si ce n'est plus, couples identifiant mot de passe se comptent sur les doigts d'une main. Hein. Je pense que c'est 1% de la population, donc on n'est pas nombreux. Et je ne fais pas partie de cette frange de la population, moi qui ai une mémoire de poisson rouge. Donc le but, c'est effectivement de pouvoir trouver des méthodes ou des outils qui nous permettent aujourd'hui de tenir ce défi, hein, de gérer correctement ces clés qui nous donnent accès à nos différents services, des plus importants aux plus, au plus liés à nos loisirs. Ce que nous recommandons au niveau de cybermalveillance qu'on veut faire, c'est effectivement de faire appel à un petit outil logiciel qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Le principe en est simple.
Vous allez stocker dans ce petit logiciel qui est protégé, qui est chiffré, l'ensemble de vos identifiants et de vos couples identifiants mots de passe avec le service auquel ils sont ou l'accès auquel ils sont associés. Et vous allez tout verrouiller par un seul et unique mot de passe qu'on appelle le mot de passe maître et qui va donc vous permettre d'avoir accès à l'ensemble de ces identifiants et mots de passe pour chacun de vos services. Alors ça, pour cela, nous encourageons nos populations à télécharger donc le logiciel KeePass, K-E-E-P-A-S-S, qui a été donc vérifié et validé par l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui est donc fait preuve d'une robustesse vérifiée contre les attaques et qui permet donc de stocker ces éléments. Maintenant, j'ai envie de dire que la méthode idéale n'existe pas, mais moi, celle que je préfère, c'est celle également qui est détaillée sur nos pages comme sur celle de l'ANSSI, c'est d'essayer de mettre au point une stratégie personnelle de création de mots de passe adaptés à chaque service avec un niveau de sécurité qui peut être également adapté, mais qui permet d'être autonome par rapport, quand on peut le faire, par rapport à un outil logiciel qui n'est pas toujours évident de gérer, ou alors une mémoire phénoménale qu'on n'a pas. Donc, quelle que soit votre méthode, adoptez-la et faites en sorte que, justement, pour compliquer la tâche aux attaquants et à l'accès à nos données. Laurie, une question sur les objets connectés. Les internautes se demandent quel est le danger derrière ces objets par rapport à nos données personnelles. Comment s'assurer qu'elles ne seront pas diffusées, voire vendues? Alors là encore, on a plusieurs facettes. Vous allez avoir des objets connectés qui n'ont pas été fabriqués d'une façon à sécuriser suffisamment les données personnelles. Ça a été le cas, mais typiquement, par exemple, l'UFC Que Choisir a dénoncé il y a quelques années la poupée Kayla. C'était une poupée qui permettait de connecter la poupée, de lui parler, elle répondait, etc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il était possible, sans protection, de se connecter avec un autre appareil sur la poupée et de parler à une distance d'une trentaine de mètres via la poupée à l'enfant et de l'écouter. Donc c'était assez peu sécurisé et même très alarmant. Donc voilà, ça a été reconnu, la CNIL notamment s'en est chargée. Mais on a donc un problème de conception initiale de certains produits auxquels il faut faire attention. Donc avant d'acheter des objets connectés, il faut bien vérifier la qualité de ces produits. Et on a aussi l'autre volet ensuite, c'est-à-dire le traitement de données qui est fait avec les informations récupérées de ces objets connectés. Et là, on va toujours avoir la logique évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire aller toujours voir dans les paramètres des objets connectés, dans l'objet connecté et sur le téléphone, parce que souvent on va avoir une application qui va y être liée, aller voir les paramètres par défaut et désactiver les paramètres qui ne vous semblent pas pertinents, que ce soit en termes de partage de données, de suivi publicitaire d'utilisations qui sont faites, du suivi publicitaire de votre vie finalement, parce qu'avec un objet connecté, on va savoir énormément de choses. Et ça va être aussi, là encore, la géolocalisation qui peut être partagée, etc. Donc tout ça, c'est toujours se méfier des appareils qu'on a et qui nous suivent partout, notamment par exemple des montres connectées où on va avoir votre rythme cardiaque, on va avoir votre qualité de sommeil, on va avoir votre géolocalisation, etc. Toujours donc s'interroger et se méfier en amont pour ensuite désactiver certains paramètres, etc. Pour essayer d'adapter cet aspirateur de données que vous pouvez avoir autour du poignet. Maintenant, voilà, il ne s'agit pas non plus d'être alarmiste. Oui. Il y a des objets connectés qui sont sécurisés et en ayant toujours cette approche, que ce soit pour les objets connectés, votre utilisation des sites internet, des applications mobiles, etc., vous devriez quand même limiter grandement les informations que vous fournissez en utilisant ce type de produit ou ce type de service. Alors, quelques questions aussi sur le commerce électronique et naturellement, ce qui inquiète les internautes, c'est de stocker leurs données bancaires pour être livrées plus rapidement et accéder plus rapidement finalement à l'achat en ligne. Est-ce que là, vous avez une recommandation ?
Alors là, je dirais, sur un site internet, au moment de payer, il faut toujours vérifier à ce moment-là que vous êtes en HTTPS et que vous avez un petit cadenas sur le site internet sur lequel vous allez donner vos coordonnées bancaires. Ça va indiquer que les données vont être cryptées et ça va éviter notamment qu'elles soient interceptées, etc. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, vérifier le site internet à qui vous fournissez vos informations bancaires. C'est-à-dire, déjà dans l'URL, l'adresse du site internet, vérifier qu'il n'y a pas de faute, que c'est bien l'URL que vous avez l'habitude d'utiliser, et aussi aller dans les mentions légales du site internet, parce qu'un site internet a l'obligation de fournir des informations sur son identité, sur le nom de la société, sur son numéro RCS, etc., et vérifier que la société existe. Déjà, ça évitera de fournir ces informations bancaires à des sites internet qui sont peu scrupuleux. Et ensuite, comme vous allez être sur un site internet qui est tout à fait légitime, au moment de payer, vous pouvez refuser à ce que vos informations soient conservées. En fait, maintenant même, je crois qu'il faut y consentir. Soient conservées de façon à ce que, alors oui, c'est facile d'avoir ces informations qui sont bancaires, qui sont déjà préenregistrées sur certains services, et ça évitera notamment que si quelqu'un sert, par exemple, de votre ordinateur ou de votre téléphone, il pourra se servir du service en achetant avec votre carte bancaire qui est déjà préenregistrée. Donc ça, c'est important. Paul-Olivier, justement, la segmentation, la séparation des données financières dans un téléphone mobile en particulier, on sait qu'il y a de plus en plus de cartes virtuelles aussi, de cartes bancaires virtuelles. Elle est robuste, elle est franche entre l'operating system, le système d'exploitation d'un côté, et les modes de paiement sans contact, par exemple. Référence à quoi? À quoi faites-vous référence, Olivier? À tout ce qui va être mode de paiement par téléphone mobile. Et je pense à l'usage de ces modes de paiement par une application qui pourrait être malveillante. Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'on a effectivement un objet, le smartphone, qui tend à devenir quelque part notre point de contact avec beaucoup de choses dans l'univers, avec nos amis, avec les applications, avec notre activité professionnelle, avec plein de choses. Ensuite, on a une première évolution qui est le fait que les promoteurs des systèmes d'exploitation de ces smartphones ont développé et proposent une activité de paiement et que quelque part, le téléphone portable devient le support d'un paiement. Donc c'est utiliser son téléphone pour payer en sans contact. En fait, ça revient à avoir une utilisation un petit peu modifiée de sa carte de paiement. C'est des choses qui sont aussi très contrôlées, très surveillées, et qui sont mis à des obligations fortes, notamment du côté du régulateur bancaire. En revanche, les principaux risques viennent quand même des mails. On a parlé tout à l'heure, ou des SMS qui disent votre colis est bloqué en douane, merci de nous faire un règlement de 7 € sur ce montant. Donc c'est plutôt par ce genre de choses que les attaques qui présentent des risques réels et tangibles se mettent en place. Pour revenir à ce que disait Laurent, une des précautions de base, c'est de faire attention à avoir les bonnes mises à jour de son système d'exploitation, que ce soit sur son ordinateur ou que ce soit sur son smartphone. Pourquoi? Parce que les mises à jour intègrent bien souvent, enfin de manière très générale, des impératifs de sécurité. C'est-à-dire qu'entre-temps, on a découvert des failles, des failles, en fait, des malfaçons, par lesquels un certain nombre d'acteurs malveillants peuvent détourner le fonctionnement de l'ordinateur ou du smartphone. Donc s'il est à jour, il est assez vraisemblable qu'une grande partie de ces failles, que même si la totalité des failles connues à un instant T, est une parade. Donc ça, c'est une perte qui permet c'est une action qui permet de fermer un certain nombre de portes. Ensuite, la question, l'autre manière de fermer ces risques, c'est d'avoir une attitude de vigilance vis-à-vis des demandes. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous demande de l'argent, il faut se demander, enfin quelqu'un,
un mail, un support, un lien, un message qui vous demande de l'argent, il faut se poser la question de est-ce que c'est bien la personne qui prétend me contacter. Donc il y a aussi des astuces qui sont relativement simples, et ça ne marche pas forcément à tous les coups. C'est de regarder quelle est l'adresse mail, l'adresse internet à partir duquel on nous écrit. Est-ce que c'est la même que le site officiel de la structure avec laquelle on est en relation, ou est-ce que c'est quelque chose qui ressemble? Si c'est quelque chose qui ressemble, a priori, c'est pas le même, c'est pas le bon. Donc c'est ça, c'est cette vigilance, c'est avoir à jour ces outils de sécurité, c'est cette vigilance qu'il faut avoir et maintenir en permanence, mais c'est pas parce qu'on est vigilant qu'on doit être particulièrement inquiet et en situation de dépression profonde face aux risques qui existent. Ce sont des risques qui statistiquement se manifestent, se concrétisent très peu. Merci. Alors, puisqu'on en est à la conclusion, après 1h30 d'échange, Laurent, j'ai envie de dire, on a beaucoup donné de conseils. Bien sûr, réfléchir avant d'agir sur Internet. La surface d'attaque va augmenter. Plus on va donner d'informations et plus elles seront visibles, plus on sera attaquable. Quel serait votre dernier conseil aux internautes ? Mes derniers conseils rejoignent complètement ce qui vient d'être dit par rapport à la vigilance, non pas la paranoïa, non pas la schizophrénie, les nouvelles technologies, l'interactivité, l'information accessible sont des choses fantastiques. Nous ne sommes pas, pour revenir à l'époque du Minitel, pour ceux qui l'ont connu, à Cybermalveillance GouverFR bien entendu, mais pour profiter aussi bien dans le cadre de ces activités personnel que pour notre tissu économique et entrepreneurial qui a beaucoup souffert d'ailleurs pendant les confinements successifs, pour profiter de ces nouvelles technologies, de cette chance, de cette fenêtre sur le monde, mais de le faire avec cette prise de distance, cette vigilance qui fait que effectivement on prend un peu de distance par rapport à l'immédiateté de ces applications, de ces éléments, immédiateté qui parfois, et c'est le but premier des attaquants, c'est de nous faire rentrer dans cette spirale du stress qui va faire, et de la culpabilisation, qui va faire qu'on va remettre des identifiants, un mot de passe, qu'on va cliquer sur un lien, parce qu'on a peur que on diffuse des vidéos de nous, on cède aux arguments des attaquants qui font tout pour nous mettre en position de trouble et faire en sorte de nous faire sortir de nos rails habituels et faire en sorte qu'on commette cette erreur, cette bêtise, ce manquement qui va faire en sorte qu'ils atteignent leur objectif, quel qu'il soit. Donc voilà, s'il y a un dernier mot à mon niveau, sera celui-là. L'utilisateur, l'internaute est un maillon indispensable de la sécurité globale, bien sûr lié avec la sécurité des équipements et des logiciels. Et c'est surtout le dernier rempart par rapport à ce pouvoir de discernement, à cette capacité à voir ce qu'une machine ou un logiciel ne voit pas. Donc c'est sur lui vraiment que nous misons et que nous servons à Cybermalveillance GouverFR. Merci beaucoup. On va remercier toutes les équipes qui ont participé à la préparation de cette table ronde. Laurie, est-ce que je vous laisse encore une petite occasion pour un mot de la fin? Bien sûr, il faut être vigilant, mais pas non plus tomber dans l'excès de panique. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit régulièrement. Alors, je suis assez, moi, pour ma part, surpris par le taux de satisfaction des internautes. Ils sont très nombreux ce soir. 88% d'entre vous se déclarent satisfaits, voire très satisfaits de l'échange que l'on a eu, globalement de la qualité des contenus et des orateurs. Donc vous en faites partie et je voulais vous remercier aussi tous les trois. Laurie, peut-être un petit mot de conclusion? C'est dans le même sens que la conclusion de Laurent, c'est-à-dire que bien entendu, il ne faut pas, et c'est d'ailleurs le titre de la table ronde, il ne faut pas se priver non plus et avoir peur en fonction de tout ce qui a été dit, parce que c'est beaucoup d'informations, ce qu'on a dit, ce qu'on a signalé. Il s'agit juste d'être vigilant de façon globale, c'est-à-dire vérifier les sites internet sur lesquels vous êtes, vérifier les applications mobiles pour éviter de tomber dans des pièges au quotidien, parce que c'est finalement
des moments un peu d'inattention, qu'on va être piégé dans des risques cyber. Donc à partir du moment où on reste assez vigilant dans tout ce qu'on fait, sur les liens sur lesquels on va cliquer, les sites sur lesquels on va aller, les applications qu'on va télécharger, etc., les risques sont quand même diminués. Bien sûr, il n'y a jamais de risque zéro, bien entendu, mais tant qu'on reste vigilant, on va diminuer quand même une bonne partie des conséquences malheureuses pour les consommateurs. Merci infiniment. Le replay va être disponible incessamment sous peu. Si vous en êtes d'accord, Olivier, Oui, j'ai juste un petit mot complémentaire. Je vous en prie. Donc effectivement, la première des choses que l'on a à faire pour ne pas avoir d'ennui, c'est commencer à faire attention. Donc c'est vrai sur Internet, comme c'est vrai chez soi, ou c'est vrai en promenade en montagne. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que depuis 40 ans, il y a eu en France la loi informatique et liberté et la CNIL qui ont travaillé à construire une doctrine et des pratiques autour de la protection des données à caractère personnel. Ensuite est arrivé le RGPD qui a homogénéisé et modernisé tout ça. Et donc ça veut dire que en étant vigilant, on a aussi la possibilité de s'appuyer sur un certain nombre de textes qui donnent le droit de faire effacer les données lorsqu'il n'y a plus de détention légitime, que les entreprises et les organisations, parce que les DPO, ça concerne toutes les organisations, que ce soit des entreprises ou des organismes plus publics, il y a des leviers d'action. C'est-à-dire que il faut être vigilant au quotidien, faire attention à pas tomber dans le trou. Mais si, et ça reste quand même marginal, on est face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, il y a quand même des textes que l'on peut utiliser. Et une des choses qui est intéressante, c'est qu'on a, à travers le DPO, une institution, une fonction, un métier qui permet normalement de faire régler les choses plus rapidement. Son métier, c'est pas d'être le médiateur entre les clients internautes et les clients mécontents, mais de veiller à ce que l'organisation respecte bien ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, et en particulier les droits qu'ont les individus sur leurs données. Et ce qui est derrière, c'est finalement, c'est le préambule de la loi informatique et liberté. L'informatique doit être au service du citoyen. Et donc on peut rajouter de manière plus générale, parce que le citoyen, c'est une des dimensions de l'individu. L'UFC rappellera que c'est également un consommateur, mais que que l'informatique, le numérique, le digital doivent être au service de l'homme. Voilà. Et des femmes. Mais bon, puisqu'on est dans une logique plus inclusive, j'ai parlé d'anthropos. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Alors, c'est vous qui aurez le mot de la fin, je sens, ce soir. Paul-Olivier, disait qu'on n'a pas que des amis sur Internet, mais on a donc cybermalveillance.gouv.fr, oui. Voilà, qui est là pour nous assister, pour nous aiguiller en cas de souci. Alors, en cas de souci, mais pas que, bien entendu, notre mission primordiale est d'accueillir et de faire un meilleur accueil possible en termes d'accompagnement, d'orientation, d'information, de recommandation ou de mise en relation toutes les victimes que nous pouvons, bien sûr, qui peuvent être ciblées par des cybermalveillances. Nos contenus d'actualité, notre newsletter qui existe maintenant depuis un peu plus d'1 an, sont à la disposition de tous ces publics, ainsi que notre kit de sensibilisation. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, où vous avez des liens sur nos ressources, sur nos dernières parutions, et notamment des alertes quand malheureusement c'est nécessaire, notamment par rapport à tout ce qui concerne les mises à jour logicielles que nous connaissons bien aujourd'hui et dont nous connaissons bien l'importance par rapport à nos différents supports et nos différents systèmes. Merci beaucoup, merci à tous, à très bientôt sur ce même canal. Merci beaucoup, excellente soirée. Au revoir.